Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez tous super bien et moi en tout cas aujourd'hui ça va très bien parce que je vais vous faire la review de La Quête de l'Oiseau du Temps. Donc je me suis bien habillé pour vous là parce que je sens que ça peut un petit peu ne pas vous plaire certaines choses que je vais dire. Mais ne vous inquiétez pas, dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié l'œuvre quand même. J'ai donc décidé de vous faire cette vidéo suite à vos retours où je vous demandais est-ce que ça vous intéresserait que je vous parle de La Quête de l'Oiseau du Temps, parce que c'est quand même une BD que j'ai découvert grâce à vous, dans les différentes challenges, notamment d'octobre il y a 2 ans maintenant. Où beaucoup de monde m'avait dit que c'était leur BD préférée, que c'était une des BD qui les avait beaucoup marqués dans leur jeunesse, etc. etc. Donc j'avais absolument envie de la lire. Et puis en fait, je la trouvais jamais en brocante, j'avais pas envie de l'acheter neuve. Et quand j'ai découvert qu'il y avait une intégrale qui allait sortir, enfin une nouvelle intégrale, parce qu'il y en a eu plusieurs, eh bien je me suis jeté dessus. Et bon, il a fallu attendre quelques mois, parce qu'au Canada, comme je disais, ça sort toujours avec quelques mois de retard. Et là voilà, maintenant je l'ai reçu, la magnifique intégrale La Quête de l'Oiseau du Temps. Sincèrement, l'œuvre pour le coup, c'est magnifique, hein. L'intégrale est superbe, la fresque dessus inédite qui continue à l'intérieur, enfin vraiment c'est du très très beau travail. Et puis la même manière d'ailleurs que Peter Pan, il nous a fait donc cette fresque par-dessus. Et en dessous, c'est quelque chose de très épuré, comme ça, un petit peu comme si on allait lire un livre de contes. Je trouve que c'est très très réussi. Franchement, pour l'intégrale déjà, on est sur quelque chose de très très beau. Et c'est une intégrale qui fête les 40 ans de la série. Donc c'est quand même quelque chose d'incroyable, quoi. 40 ans, sorti en 1983, le premier épisode. Et qui ensuite, donc il y a 4 tomes de BD franco-belge de 50 pages environ. Et donc c'est sorti de 83 à 89, si je ne me trompe pas, peut-être que je dis une bêtise. Mais bon, c'est pas très grave, dans tous les cas, c'est effectivement une BD qui a de la bouteille, qui a vraiment vécu et qui est restée pourtant dans les annales, dans les top séries de tous les gens qui lisent depuis très longtemps, qui aiment la fantasy depuis très longtemps, etc. Et ce n'est pas à tort, hein, c'est complètement à raison et je le comprends très bien maintenant que je l'ai lu. Comme d'habitude, avant d'aller un petit peu plus loin dans la vidéo, je vous demanderai de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et puis de cliquer bien sûr sur la cloche des notifications. Bien sûr, comme d'habitude, de me mettre un j'aime si vous appréciez ma vidéo. Et puis, bien entendu, venez me dire en commentaire si c'est votre BD préférée dans la fantasy. Est-ce que c'est une BD qui vous a marqué parce que vous l'avez lu quand vous étiez jeune? Est-ce que c'est parce qu'il y avait plein de nouveautés dans cette BD? Est-ce que c'est par le dessin de Loisel? Il y en a qui sont vraiment très 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 fans du dessin de Loisel. Ou est-ce que c'est d'autres raisons, tout simplement? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert il n'y a pas longtemps, comme moi? Et c'est une BD qui vous a soit plu, soit déplu, hein, ça peut aussi arriver. Et puis, une deuxième petite chose avant de commencer, je suis en train de préparer le top 10 fantasy, heroic fantasy, je vais mettre les deux ensemble. Au début, j'hésitais à faire 2 top 10 différents, mais je trouve que ça va trop ensemble pour séparer les différentes œuvres. Déjà que j'avais du mal à séparer parfois du fantastique versus fantasy, mais là, je vais mettre heroic fantastique, donc heroic fantasy et fantasy dans le même top 10. Donc, petit exercice pour vous, préparez vos top 10 de fantasy, jouez le jeu si vous avez envie en tout cas, et puis quand je sortirai la vidéo du top 10, vous me mettrez en commentaire votre top 10, parce que c'est quand même assez long en fait de préparer ça, de réfléchir aux bonnes BD, lesquelles BD j'ai préférées, à quelle BD, pourquoi elles m'ont touché, etc. Parce que souvent il y a des BD qui nous paraissent meilleures, mais en fait elles sont moins touchantes parce qu'on l'a lu quand on était plus jeune ou pas, ou à l'inverse, parce qu'on était plus jeune, on est plus touché dans notre cœur, etc. Et c'est un exercice assez intéressant, je trouve. Donc si vous avez envie de jouer le jeu et de faire cet exercice avec moi, préparez-le, ça sortira soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, mais dans tous les cas, ce top 10 arrive à grands pas. Bref, reprenons notre vidéo sur La Quête de l'Oiseau du Temps, qui est une merveilleuse découverte. Et je me rends compte que quand je vous ai présenté rapidement l'œuvre, c'est une édition, c'est chez Dargaud, et je souhaite le dire, pas parce que c'est Dargaud particulièrement, hein, mais parce que l'édition est magnifique. Et comme je le disais tout à l'heure, là, c'est très très beau, c'est du très bon travail. Et en plus, à l'arrière, à la fin, on retrouve
des petits croquis, des petits dessins, des petites informations qui apparemment n'étaient jamais sorties du cahier de dessin de Loisel. Donc c'est quand même superbe d'avoir ça pour les fans notamment. Moi je pense aux gens qui me disaient que c'était leur série préférée. C'est top quoi d'avoir ce genre de dessin, ces recherches, ces premiers croquis sur les différentes personnes, sont crayonnés parfois même. Et puis ces recherches au niveau notamment de cette première page de couverture. Avec comment il a fait pour la première couverture de 1983 et puis comment il a essayé de la transposer vers celle-ci. Donc pour l'édition, vraiment chapeau d'Argo, c'est du travail sublime. Et donc pour l'histoire, on va suivre ces trois personnages principaux. On aura donc Pélis, la jeune demoiselle ici, le chevalier Brajon et on va dire l'inconnu. On va faire exprès parce que j'ai pas envie de spoiler pour les gens qui ne l'ont pas lu. Et puis bien sûr le petit singe qui est très mignon donc depuis le début et qui a un rôle aussi assez important pour Pélis et pour toute cette histoire. Et donc cette histoire, c'est en fait tout simplement l'histoire d'une quête. On va, bien sûr c'est dans le titre d'ailleurs, mais on va suivre donc Pélis qui va venir chercher le chevalier Brajon parce que sa mère, la princesse sorcière Mara, lui a confié la tâche d'aller sauver le monde, tout simplement, en allant chercher l'œuf de l'oiseau du temps qui permettra de, en gros, ralentir le temps pour pouvoir finaliser une incantation pour enfermer un sorte de dieu démon qui voulait détruire le monde et qui avait été enfermé il y a longtemps et qui serait bientôt libéré et donc qu'il faudrait tout simplement réenfermer pour protéger la planète. Et tout simplement tous les êtres vivants. Donc c'est une quête, tout ce qu'il y a de plus classique sur le papier, enfin classique quand on parle de fantasy, une quête comme ce genre de choses, sauver le monde, etc. C'est assez classique, mais il faut bien se souvenir que c'est de 1983, donc c'est dans les premières BD de fantasy, c'est dans les premières histoires du genre, hein. Donc ça c'est très important de le noter. Et donc on va suivre toute cette histoire de A à Z. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est une quête justement, donc on avance dans la quête, il y a plusieurs étapes, il y a 4 étapes dans la quête. Ça se passe sur un petit peu plus d'une semaine et les 4 étapes vont être de récupérer notamment au début donc la conque de Ramor, ensuite ils vont aller dans le temple de l'oubli récupérer d'autres choses et puis ils vont continuer leur quête jusqu'à arriver à ce fameux oiseau du temps. Et maintenant on passe à mon avis. Alors avant de donner mon avis, je souhaitais quand même faire un sorte de postulat de départ. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que j'ai des biais en ayant lu cette BD si tardivement. Et il y a 3 choses que je prends le recul et que je comprends. La première chose, c'est que c'est une BD qui a été créée il y a très longtemps et que depuis, j'ai lu énormément de BD de fantasy. Et donc, dans cette BD, je peux avoir un peu l'impression qu'on va utiliser, on va dire, tous les poncifs du genre de la fantasy, tous les trucs un peu classiques qu'on retrouve, certains personnages, certains bestiaires qu'on va retrouver un petit peu dans plein de choses de la fantasy. Mais il ne faut pas oublier que c'est de 1983, que c'est donc une des premières et donc qu'en fait c'était pas du tout à l'époque quelque chose qui reprenait tous les classiques du fantastique, mais bien plutôt quelque chose qui les inventait. Donc ça c'est le premier truc où je me suis parti de ce postulat-là. Il ne faut pas que j'oublie ça. Il ne faut pas que je me dise « Ah ouais, mais ça reprend tous les classiques. » Bon, non, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'était au niveau du dessin, parce que j'en avais déjà parlé lors de Peter Pan. Loisel, je ne suis pas énormément touché par son dessin. Mais surtout par la colorisation. Et puis à l'époque, les dessins n'étaient pas... Enfin, c'est mon impression, ouais, je vais peut-être me faire engueuler. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, les dessins étaient peut-être un petit peu moins travaillés, on passait peut-être un petit peu moins de temps dessus, il y avait moins de précision dans le geste. Peut-être que je me trompe totalement, c'est possible. Mais je suis parti quand même de ce postulat-là, en voyant notamment la colorisation aussi que je trouve de toutes les vieilles BD de mon papa, etc. La colorisation, je la trouve pas terrible. Et là, je suis parti de ce postulat que potentiellement le dessin et la colorisation me plairaient moins, mais que c'était aussi parce que ça faisait longtemps que c'était sorti. Et puis la troisième chose, c'est que je me suis mis un petit peu à la place, entre guillemets, d'un lecteur de l'Enfeuste de Troie ou de l'Enfeuste des Étoiles. Si on l'a pas lu étant gamin ou étant jeune, je pense qu'on serait peut-être moins touché
par cette histoire, comme je la lis aujourd'hui, on va dire. Donc voilà à peu près les 3 postulats duquel je suis parti. Donc une des premières BD de la fantasy, un dessin qui peut avoir un petit peu vieilli et une BD qui pourrait paraître un peu jeunesse et que si on n'a pas lu dans sa jeunesse, ben, on peut avoir moins ce côté coup de cœur. Et bref, alors pour l'histoire, moi, mon avis, c'est que je trouve que l'histoire en tant que telle, dans l'entièreté, est incroyable. J'ai adoré, notamment la fin, les 2 derniers épisodes, je les ai trouvés incroyables au niveau de l'histoire, le bouleversement qui se passe autour, tous les changements de situation, tous les personnages, leur histoire, ouais, tout ce qu'il y a au fond, comment c'est créé, etc. J'ai trouvé ça très 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 bon. Par contre, et là je dis un gros par contre, je trouve que les 2 premiers tomes sont trop linéaires. C'est vraiment une quête basique. On va à un endroit, on récupère un objet, on combat des méchants entre les deux et on a récupéré l'objet à la fin du tome, on a gagné. Il n'y a pas de cliffhanger, ouais, il n'y a pas de grande difficulté dans la quête. J'ai trouvé du coup les 2 premiers épisodes très très monotones à ce niveau-là et je me suis un peu ennuyé et sincèrement à la fin du premier tome je me suis dit waouh, je sais pas si ça va me plaire ça, vraiment j'ai pas réussi à accrocher quoi. Sincèrement c'était un peu dur à la fin de ce premier tome. Par contre dans son entièreté et une fois que je suis arrivé au bout, je me suis dit ah ouais, je comprends pourquoi il y a un tel engouement pour l'histoire. C'est vraiment sublime ce qu'ils ont réussi à faire, notamment avec ce tournant, on va dire, tome 3 et tome 4. Il y a un truc que j'ai trouvé par contre intéressant avec ce côté très linéaire des 2 premiers, c'est que justement, ça nous met dans une sorte de routine. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le tome 3 et le tome 4 vont continuer comme le tome 1 et le tome 2. Une partie de la quête, on avance, on a des méchants, on gagne, on a la fin de la première partie, puis de la deuxième partie, puis on va continuer. Et donc on a cette impression qu'on va rester dans ce mode-là pendant encore 2 tomes. Ça te fait un peu peur, mais en même temps, on est un petit peu quand même, ça nous plaît, c'est une petite quête, c'est sympa. Et puis ce tome 3 et 4 viennent nous mettre une grande claque dans la gueule avec tous les changements de situation, on comprend plein de choses, on comprend plein de nouvelles choses. Et ça, j'ai trouvé ça fort parce qu'en fait, ils ont réussi à nous mettre dans une réflexion qui nous fait dire bon, bah, ça va être une quête simple, efficace, etc. Et en fait, paf! On change du tout au tout au tome 3, tome 4, surtout le tome 4. Moi, le tome 4 est délicieux. Et j'ai trouvé que c'était fort, en fait, parce qu'au début, j'avais vraiment très peur. Je me suis un peu dit, ça va être pas terrible, ça va être juste une quête très simple et très basique de l'époque. Et en fait, non, pas du tout. C'était terriblement bon. C'est un peu machiavélique d'ailleurs, parce qu'ils nous mettent dans la tête que ça va se passer d'une telle manière et paf, ils changent complètement tout. Alors il y a certains trucs que j'ai vu arriver et je trouve ça cool qu'on puisse le voir arriver, mais il y a certains autres où sincèrement je m'y attendais pas du tout et j'ai trouvé ça très 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 malin. Donc déjà très doué là-dessus au niveau du scénario. Il y a quelques autres points où je trouve que c'est très positif, c'est les caractères des personnages, la plupart en tout cas. Je trouve qu'ils sont plutôt bons, ils sont plutôt intéressants en tout cas. À part Pélis, je la trouve pas très intéressante, pas très maligne. Bon, c'est un peu n'importe quoi toutes les sorties qu'elle fait. Mais encore une fois, quand on a lu le tome 4, on comprend mieux pourquoi. Et au début, sincèrement, j'étais là en mode « Oh, c'est qui ça encore? Ils nous ont fait un caractère féminin juste super joli, avec des formes généreuses, mais pas très malines et tout. » Et bon, bah, quand on arrive au tome 4, on comprend mieux pourquoi. Je ne vais pas spoiler pour les gens qui ne l'ont pas lu, mais on comprend beaucoup mieux pourquoi. Donc ça, c'est quand même très fort. Les personnages, leur caractère, etc., qu'ils ont réussi à créer, c'est vraiment pas mal. Il y a quelques petits trucs où on est un peu déçu, mais dans l'ensemble, c'est très bon. Je trouve que les caractères ont vraiment été plutôt bien choisis, avec beaucoup de petites touches d'humour qui sont très très sympathiques et qui apportent beaucoup au récit. Par contre, il y a un petit point que j'ai trouvé un petit peu décevant, voilà, je le dis tout de suite, mais sincèrement, ça m'a par contre fait beaucoup penser justement aux BD un petit peu anciennes. C'est le côté un peu cucu la praline de certains épisodes, de certains personnages et de certains moments. Je pense notamment à l'épisode numéro 1 où on va se retrouver dans une tribu
de personnes qui sont complètement obsédées par le sexe, parce que soi-disant leurs femmes sont mises de côté pendant une certaine période, et donc ils sont complètement obsédés par le sexe, etc. Ils veulent absolument toucher les seins de Pélis, absolument la caresser, etc. Bon, moi j'ai trouvé ça plus gênant qu'autre chose, sincèrement, pour un peuple, on va dire extraterrestre, enfin, ou inventé. J'ai trouvé que ce trait de caractère était quand même un peu ridicule, un peu cucu, quoi. Et à un moment, du coup, la solution pour s'en sortir, bon, c'est un petit peu du spoil au pire, mais c'est pas très grave, c'est d'ouvrir son manteau comme ça et de dévoiler sa nudité, ses seins, etc. Et tout le peuple entier d'un coup devient complètement omnubulé par ça et sont complètement fous et ils veulent aller aller lui faire des choses, hein, comme on pourrait dire, pour ne pas être vulgaire. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça un peu nul, un peu cucu, quoi. Ça apporte rien à la BD. Bon, j'imagine que ça peut apporter de l'imaginaire et de l'envie pour le personnage, et ça crée un peu le côté pin-up de la personne. Mais je trouve qu'elle n'en avait pas besoin, la petite Pélis, elle est déjà très jolie comme ça, et puis il nous laisse entrevoir déjà beaucoup de choses. Mais je trouve que c'était juste apporter un peu de côté cucu qui servait un peu à rien, j'avoue, sur la BD. Ce peuple-là, je l'ai trouvé un peu trop débile, on va dire. Pour le truc. Et puis enfin, le dernier point sur le scénario, l'univers, etc. Sur mon point de vue, je trouve que l'univers est très bon, à l'inverse de plusieurs commentaires que j'avais lus sur la quête de l'audience qui disaient oui, on reprend plein de choses. Comme je disais dans mon postulat, il ne faut pas oublier que c'est une des premières BD de fantasy, et pour le coup, je trouve que c'est très intelligent, les différentes civilisations, les différents endroits où ils vont aller se balader. Bien sûr, c'est le classique, la jungle, le désert, le pays où il y a plein d'eau, il y a une grande rivière, etc. Mais je trouve que le monde fait du sens, en tout cas, est logique. Il y a plein de choses super intelligentes, notamment, je pense, au deuxième tome avec le temple de l'oubli et ces petits monstres-là qui viennent vous capter vos souvenirs et ils les mangent, en fait, ils mangent vos souvenirs. Et ça, c'est très bien, c'est hyper intelligent. Je pense notamment aussi au petit dieu Foll qu'on retrouve ici, et qui a un personnage qui est récurrent, qui va revenir tous les différents épisodes, qui aura un rôle assez particulier, qui au début, on se dit c'est le petit personnage tête à claque qui sert à rien et qui est pas très intéressant, et puis au final il apporte quand même beaucoup, il apporte beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de recul sur les différents caractères des personnages. Il joue de ça, il se moque d'eux, il les utilise, il utilise leur caractère un petit peu contre eux, et je trouve que c'est plutôt bien fait. Au début on a l'impression que c'est juste un petit gars qui est farceur et qui leur fait des blagues, mais en fait c'est un dieu qui est super puissant et qui peut faire un peu tout ce qu'il veut avec son fleuve. Donc ça, ouais, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai trouvé très fort. Les méchants sont plutôt bons dans l'ensemble. Bon, mention spéciale pour le Rige, il y avait beaucoup de gens qui m'avaient parlé du Rige, je l'ai trouvé aussi très bon, en fait, pas de par sa méchanceté ou de par son caractère, mais de par son histoire qu'il a avec les personnages principaux de l'histoire. J'ai trouvé ça très bien fait, très fort. Et ouais, on arrive facilement à s'accrocher à ces méchants-là, enfin à les détester, mais en même temps à s'y accrocher. C'est vraiment bien réussi. Et puis dans l'ensemble, le monde, comme je disais, est cohérent, est joli, et est quand même hyperbement bien réalisé, dans le sens où, mais quel imaginaire, quoi, pour créer un monde comme ça, il faut quand même avoir des idées un peu farfelues. Donc voilà pour mon point de vue sur tout ce qui est le scénario, l'univers, etc., les personnages. Et puis ensuite, sur le dessin, bon là pour le coup, moi j'étais un peu déçu, mais comme je le disais, je ne suis pas un énorme fan de Loisel, de son dessin. Je trouve qu'au niveau des têtes des personnages, c'est parfois un peu grossier. Par contre, il y a quand même, c'est quand même pas mal, hein, au niveau de l'imaginaire. Ce qui pêche le plus, je trouve, c'est quand même la colorisation, notamment sur le tome 1 et le tome 2. C'est pas très beau, les couleurs, elles sont soit too much, dans trop de couleurs, soit pas assez. Alors je sais qu'ils ont retravaillé la colorisation sur l'intégrale pour que ce soit mieux, un petit peu plus pimpant, un peu moins terne. C'est vrai que c'est quand même... J'ai été voir en bibliothèque une des BD et c'est quand même beaucoup mieux, mais ça reste pas terrible au niveau des dessins, je trouve, et au niveau de la colorisation. Bref, un peu déçu par ça. Et par contre, quand même, mention un petit peu spéciale, je trouve que le tome 3 et le tome 4, en plus d'être bien meilleurs au niveau du scénario, mais bon, comme je le disais, c'était aussi, il nous amenait via les 2 premiers épisodes, est aussi bien meilleur au niveau du dessin. On ressent que le trait est plus fin et meilleur. Il a pris plus le temps de faire ses dessins, il a pris plus le temps de faire ses personnages, entre le visage de Brajon
qui devient de plus en plus expressif, qui devient de plus en plus travaillé et qui s'améliore de tome en tome pour arriver au tome 4 où on sent que le dessin est plus fluide, le dessin est vraiment un peu plus précis aussi dans ce qu'il fait et franchement ça apporte beaucoup. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que ce serait pas mieux d'ailleurs si ils n'avaient pas refait les premiers épisodes, mais bon, ça gâcherait parce que c'est l'original, quoi. C'est quand même l'original et on ne peut pas se passer des originaux, c'est comme ça. C'était peut-être parfois un peu moins bon, mais ça valait le coup quand même d'avoir ces originaux. Donc ouais, de mieux en mieux sur les dessins, on le ressent, on voit bien que ça s'améliore. Mais encore une fois, c'est pas parfait, je trouve, personnellement. Mais c'est un dessin particulier. Il y a des gens qui sont totalement fans de Loisel. C'est pas mon cas. C'est les goûts et les couleurs, hein, comme d'habitude. On va pas, je ne vais pas vous juger si vous adorez le dessin de Loisel et j'espère que vous ne me jugerez pas si je ne l'apprécie pas autant que vous. Par contre, même la colorisation, d'ailleurs, c'est ce que je me redisais là, est quand même meilleure sur le tome 4 et le tome 3, mais ça reste pour moi pas parfait face à des BD qu'on retrouve de nos jours. Donc voilà, c'était une longue présentation de la quête de l'Oiseau du Temps, mais je trouvais ça intéressant d'avoir à vous partager ce point de vue comme vous me l'aviez demandé. Et puis, comme je ne l'ai pas lu quand j'étais jeune, je pense que ça a aussi beaucoup joué. Ça restera pour moi, ça va rentrer dans mon top 10 des BD Fantasy, Heroic Fantasy. Ce ne sera pas dans mon top 3 parce que je vais plus y mettre d'ailleurs des BD qui m'ont touché quand j'étais jeune. Et d'ailleurs, je pense que c'était un de mes postulats de base. Hein. C'était, comme je ne l'ai pas lu quand j'étais jeune, il n'y a pas ce côté sentimental qui vient avec la BD. Et donc forcément, il y a des choses qui personnellement m'ont plus touché dans ma jeunesse quand je les ai relus, quand j'ai avancé avec. Et c'est souvent d'ailleurs, pour le moment, j'ai commencé à faire mon top, là j'ai quasiment terminé, mais les premières places, c'est beaucoup des BD que j'ai lus quand j'étais plus jeune, que j'ai énormément apprécié, qui seront peut-être pas dans votre top, bon si je pense quand même au moins 2, mais qui sont des BD surtout qui m'ont beaucoup touché quand j'étais plus jeune. Et donc où j'ai cet affect en fait tout simplement pour cette BD et pour ces émotions que ça m'a procuré il y a quelques années. Donc d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires. C'est toujours un grand plaisir de vous lire sincèrement. Et puis pour m'avoir fait découvrir cette BD qui est vraiment une bonne BD. Malgré les quelques points que je venais de redire, ça reste pour moi vraiment une bonne BD, une belle découverte. Donc merci à tous et puis continuez de partager les BD qui vous font plaisir, continuez de partager les dernières lectures qui vous ont ému, qui vous ont fait des coups de cœur. Et puis c'est aussi à ça que sert cette chaîne, de partager tous ensemble, de pouvoir s'entraider entre guillemets dans les découvertes de nouvelles BD. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était BD & Co, bye.